Mettre ici. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle très rapidement comment les choses se passent. Je vais successivement donner la parole à Jean-Marc Jancovici, à ma droite, qui représente ici le Haut Comité pour le climat. Il dira, le Haut Conseil pour le climat, il dira en deux mots de quoi il s'agit très précisément. Et puis à gauche de Laurent Michel, Kathleen Schubert, qui est professeure d'économie à l'École de Paris d'économie, et à sa gauche, Quentin Perrier, qui est économiste à I4CIS et l'Institut pour l'économie du climat, de l'économie pour le climat, il le redira aussi. La règle, 5 minutes chacun pour vous dire quelques mots d'introduction, très rapidement. Puis, vous travaillerez par groupe de 6 pour poser des questions. Ce que je vous demande, c'est d'écrire une question par papier, de façon à ce qu'on puisse plus facilement les manipuler derrière. Ce que je vous demande aussi, s'il vous plaît, c'est d'écrire le plus lisiblement possible pour que l'organisation des questions soit la plus simple. Puis après, il y a 2 personnes qui se sont portées volontaires pour trier et organiser les questions de façon à ce que la discussion soit la plus organisée possible par la suite. Elles prendront 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça. Pendant ces 10 minutes, un quart d'heure, on pourra poser des questions de compréhension, des questions individuelles. Et ensuite, donc tout ça devrait nous prendre en tout une petite demi-heure. Et ensuite, on aura la réponse à toutes les questions que vous vous posez. En tout cas, je l'espère. Peut-être pas toutes, parce que visiblement, il y en a beaucoup. C'est bien naturel, mais on va faire au maximum. Je donne tout de suite la parole à Jean-Marc Jancovici, qui se présente et qui nous dit en 5 minutes ce qu'il faut savoir de son point de vue sur cette question. Quels outils pour quels objectifs? Alors, le Haut Conseil pour le climat est un ensemble de 13 personnes qui sont en CDD NP. Alors, CDD, donc on est en contrat à durée déterminée, on est nommé pour un mandat de 5 ans, et c'est NP parce que c'est non payé. Voilà. Alors, c'est quoi, plus sérieusement, cette affaire-là? C'est un organe, un de plus, direz-vous, qui a été créé en novembre dernier, placé auprès du Premier ministre, et qui est chargé, alors on a un mandat qui est extrêmement vague, de donner un avis sur la trajectoire française en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros, on dit ce qu'on veut sur la politique climat de la France. Voilà, en gros, c'est exactement ça notre mandat. La limite de l'exercice qui est le nôtre, en fait, est une limite de moyens et de temps. Parce que comme je le disais, quand on est 13, on ne sait toujours pas qui est Judas. Donc quand on est 13, en fait on est descendu à 11 pour le moment, on va remonter à 13, et qu'on a un jour par mois de présence, de réunion, plus un jour par mois de lecture de documents, échange de mails, etc. C'est assez facile de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut moins facilement faire. Et donc en pratique, on regarde surtout des grandes orientations et des grandes tendances, on va dire. Il y a une partie facile et une partie plus difficile dans notre travail. La partie facile, c'est voir qu'on n'est pas dans les clous. Donc ça, c'est très facile. Il faut 15 secondes pour voir qu'on n'est pas dans les clous. La partie beaucoup plus difficile, c'est est-ce qu'on peut avoir un avis sur lequel on est tous d'accord? Parce qu'une des limites, ou un des mandats plus exactement qu'on s'est fixé, c'est qu'on n'écrivait que des choses sur lesquelles on était tous d'accord, parce que sinon, on n'était pas capable d'aller le défendre ailleurs. Il y a une limite importante là. C'est donc de rentrer un tout petit peu dans le détail des choses. On a sorti un premier rapport en juin dernier. Alors dans ce rapport, en gros, il y a 3 mots importants. Il y a un mot qui s'appelle cohérence, il y a un mot qui s'appelle planification, et il y a un mot qui s'appelle justice. Alors je vais revenir sur ces 3 mots très rapidement. Le mot cohérence, il est essentiel parce que en fait, le défi que nous pose le changement climatique, c'est le défi de confronter nos rêves de grandeur et d'infini à la limite physique de ce monde. Voilà, c'est ça le problème du changement climatique. C'est qu'on avait des rêves de grandeur et d'infini. Vous avez tous entendu les discours sur la croissance économique qui est censée durer de manière perpétuelle, etc. Donc on a tous des rêves d'infini, qu'on peut exercer chacun une liberté croissante sans gêner celle d'à côté. Ça marche bien dans un monde en croissance, ça ne marche pas dans un monde sans croissance. Donc on est à devoir confronter la vision qu'on avait avant d'une espèce d'expansion sans limite
à la difficile limite physique du monde, et notamment la limite physique sur le système climatique, qui est qu'il y a une certaine quantité de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère avant de trouver l'expérience extrêmement désagréable. Voilà, c'est ça la première chose. Et alors donc cette nouvelle limite qu'on a dans la façon de gérer nos petites affaires devient contradictoire avec un certain nombre d'autres directions qu'on avait prises. Et aujourd'hui, on a un problème de mise en cohérence, et cette mise en cohérence, en fait, ne se fera pas sans choix, c'est-à-dire sans abandon. Vous savez, le poète a dit « choisir, c'est renoncer ». Donc il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Malheureusement, c'est ça la mise en cohérence. Et aujourd'hui, une des recommandations fortes de notre rapport, c'est qu'on ne se donne pas la peine de faire cette mise en cohérence, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas la peine de se demander à nous-mêmes, au fond, qu'est-ce qu'on préfère si on ne peut pas tout avoir, hein. C'est ça le premier enseignement de notre rapport. Le deuxième enseignement s'appelle planification. Parce que la raison pour laquelle on a aujourd'hui une société qui est basée sur ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, même en France, hein, vous savez que même en France, l'essentiel de l'énergie qui alimente nos machines, c'est des énergies fossiles. Hein, ce n'est pas essentiellement de l'électricité, c'est essentiellement des énergies fossiles, à commencer par le carburant des voitures que vous utilisez tous. Et des avions que nos amis de la Guyane ont sûrement pris pour venir ici, à moins qu'ils soient venus en kayak de mer. Donc, ce que vous avez aujourd'hui qui fait fonctionner le monde, c'est les énergies fossiles. Et donc, se passer de ces énergies fossiles, c'est changer la façon dont le monde est organisé. Et changer les villes, changer les modes de transport, changer les modes alimentaires, etc., qui sont des modes culturels. Là, en France, on adore bien manger, puis on a bien raison, etc. C'est des choses qui sont très longues. C'est très long, et donc ça demande de la planification, exactement comme dans les choses importantes de notre vie qui sont longues, par exemple élever un enfant. En général, on planifie pas, mais on essaye de faire les choses avec constance et avec organisation, et en fait la planification c'est ça. Donc là, le deuxième enseignement fort de notre rapport, c'est qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens d'avoir une action qui est organisée de façon un peu cohérente dans le temps. Et puis le troisième mot, c'est justice, parce qu'il est bien évident qu'il y a un moyen très simple, par exemple, de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 3/4, c'est de tuer les 3/4 des gens. Physiquement, ça marcherait très bien. On ne peut pas considérer que ce soit une solution très juste. Voilà. Donc la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer qui sera considéré comme sympathique, c'est ça au fond, la justice, hein, c'est acceptable. Eh bien, c'est le troisième enseignement important du rapport, c'est il faut réfléchir à des mesures qui suscitent quand même un minimum d'adhésion. Ça veut dire en particulier, un truc très important, c'est qu'elles doivent être comprises. Parce que c'est très compliqué d'adhérer à un truc qu'on ne comprend pas. Donc là, il y a aussi un vrai sujet que j'ai relevé dans l'échange qui vient de me précéder, là, qui est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc quand on a des idées assez claires sur ce qu'on a envie de faire, en général, on est capable de l'exprimer de manière assez simple, et c'est préférable si on veut susciter l'adhésion. Voilà, c'est ça les trois enseignements principaux de notre rapport. C'est des éléments de gestion, beaucoup plus que des mesures précises. On n'a pas dit, tiens, il faudrait limiter la vitesse à 105,2 sur les autoroutes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici. Je vais passer la parole à Quentin Perrier. Prenez le micro qui est juste devant vous. Et donc, merci. Pareil, en 5 minutes, pas plus, de dire votre point de vue. Bonjour. Je m'appelle Quentin Perrier, déjà je suis très heureux d'être là. Je travaille à I4C, donc l'Institut de l'économie pour le climat, ça s'écrit I4CE, qui a déjà été cité d'ailleurs. Et notre travail, on est un institut indépendant et on travaille à réfléchir à des solutions pour accélérer la transition énergétique. Et je pense que c'est notre but à tous, ici. Et donc dans ces 5 minutes, je voudrais vous présenter 3 grands types d'instruments qu'on peut mobiliser, vous présenter leurs forces et aussi leurs faiblesses, parce que ça va nourrir un peu les choix que vous aurez probablement à faire. Le premier grand type de levier, c'est mobiliser la fiscalité dans son ensemble pour inciter. Et j'insiste sur le dans son ensemble, parce que la fiscalité, c'est quelque chose de très large. Et il y a 2 choses en particulier sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Le premier, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui payent moins d'impôts que d'autres, en particulier sur les énergies fossiles. Et ça pose une vraie question. Par exemple, l'aviation paye assez peu de taxes, les poids lourds et d'autres. On a fait un rapport où on a passé en revue tout le budget de l'État et on voit qu'il y a 40 niches fiscales, comme on dit dans le jargon, 40 secteurs qui payent moins d'impôts. Ça pose une question d'efficacité, ça pose économique pour atteindre nos objectifs, et ça pose aussi une question de justice, parce que c'est jamais agréable de faire des efforts quand son voisin n'en fait pas. La deuxième idée dont je voudrais vous parler, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on laisse les gens acheter des véhicules polluants en les taxant assez peu au moment de l'achat,
et on les taxe beaucoup après, à travers les taxes sur les carburants. Et finalement, quelque part, on crée un peu des prisonniers énergétiques. Ils ont acheté le véhicule et une fois qu'ils sont prisonniers, on les taxe. Donc une possibilité, quand on pense à la fiscalité, ce serait peut-être de taxer un peu plus à l'achat les véhicules, mais aussi les chaudières, par exemple. Et là, il y a beaucoup d'instruments qui existent. Il y a le bonus-malus qui a été présenté, il y a les taxes sur les cartes grises, plein d'options. Donc mobiliser la fiscalité, un outil qui peut être très puissant pour inciter, mais aussi un outil à manier avec précaution. Parce qu'on sait qu'il y a des secteurs qui sont en grande difficulté. Le secteur de l'agriculture, par exemple, on sait qu'il est déjà étranglé. Si vous augmentez les taxes ici, comment vont faire les agriculteurs pour s'adapter? On sait qu'il y a des secteurs qui sont soumis à une concurrence internationale forte. L'aviation, les poids lourds. Et là aussi, comment faire? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis qu'il faut faire attention à le faire intelligemment. Et typiquement, on peut soit taxer intelligemment, soit on peut aider. Et ça m'amène sur mon deuxième point. Donc, le premier volet, c'était la fiscalité. Le deuxième, on peut aider les ménages et les entreprises à s'adapter. C'est vrai qu'on entend souvent, on n'a pas d'alternative, on n'a pas d'alternative, on ne peut pas changer. Et c'est là que les aides interviennent. Dans les aides, il y a les subventions. On peut subventionner les citoyens pour les aider à rénover leur maison. On peut subventionner les travaux de rénovation, le changement de chaudière. Et on peut aussi proposer des alternatives en investissant. C'est-à-dire de l'investissement public dans les transports collectifs. Il faut investir dans les bus, dans les renouvelables, dans le nucléaire, dans la recherche. Tout ça pour offrir un peu des alternatives aux citoyens. On a évalué combien il manquait d'investissement pour s'aligner avec la stratégie nationale bas carbone qui a été présentée. En termes de financement public, on voit qu'il manque 7 à 9 milliards d'euros. Ça vous parle peut-être pas, 7 à 9 milliards, c'est moins que la taxe d'habitation. C'est 2% des dépenses de l'État, du budget de l'État, sans parler même du budget des collectivités. Donc vous voyez que c'est un montant qui n'est pas non plus excessif. Alors aider, oui, mais avec là encore un grand point de vigilance. La question c'est d'où vient l'argent? C'est bien de faire des subventions, mais est-ce que vous allez le faire en faisant de la dette, qui sera payée par les générations futures? Est-ce que vous allez le faire en faisant plus d'impôts, sachant qu'on voit quand même qu'il y a déjà une forme de ras-le-bol fiscal? Ou est-ce que vous allez le faire en baissant des dépenses publiques? Et là, quelles dépenses publiques vous allez baisser? La santé, l'éducation, enfin voilà. C'est typiquement le genre de choix que vous aurez à faire. Et enfin, le troisième grand levier, donc, fiscalité, aide, les normes et réglementations, bien sûr. On voit que c'est un levier qui est déjà utilisé par certaines villes qui ont décidé d'interdire les véhicules diesel à terme. Strasbourg a décidé d'interdire les véhicules diesel en centre-ville en 2025. Paris envisage de faire la même chose en 2024. Voilà, dans les transports donc. On voit aussi qu'il y a des idées d'interdire les passoires thermiques, ces logements où vraiment vous sentez le filet d'air qui passe. Et là, voilà, c'est l'idée d'inciter les propriétaires à faire des travaux. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette question parfois du locataire-propriétaire. Moi, j'ai été locataire d'une passoire thermique quand j'étais étudiant. J'étais là pour 2 ans. J'avais ni les moyens, ni l'envie de changer toutes les fenêtres et la toiture. Et donc là, la norme peut être une incitation puissante à inciter les propriétaires, certes. Il faut aussi faire attention que ça lui coûte très cher à son propriétaire. Parfois, c'est des propriétaires qui habitent leur logement. C'est un jeune couple qui vient de s'endetter jusqu'au cou pour acheter sa nouvelle maison. Si vous lui dites, dans 2 ans, il faut investir 10 000 € de plus pour rénover, c'est une vraie question. Comment on fait? Et donc là, des normes, des réglementations, oui, mais attention à vraiment accompagner les ménages et les entreprises là-dedans, avec par exemple des aides et des subventions. Donc par rapport à l'objectif de moins 40% en 2030, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut accélérer la transition, et j'ai donné plusieurs exemples dans le secteur des transports et dans le secteur des logements, parce que d'après le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est vraiment 2 secteurs clés, 50% des émissions, où on est en retard par rapport à nos objectifs, mais il y a d'autres secteurs, il y a l'agriculture notamment. Donc je vous ai montré qu'il y a de nombreux leviers qui peuvent être actionnés davantage, la fiscalité, les aides, les réglementations, mais attention à la façon de le faire. En parallèle, je laisserai Kathleen en parler, mais je suis convaincu qu'à terme, la question de la taxe carbone est aussi un outil utile et que tous les outils peuvent être utiles. Mais attention, il faut le faire différemment, le faire mieux. Et d'ailleurs, nous, on a regardé comment fait les autres pays à l'international. On a vu que dans beaucoup de pays, la taxe carbone a été chahutée, parfois acceptée, parfois rejetée. On en a tiré des expériences, notamment sur le fait il faut être très transparent dans l'usage des recettes. Il faut vraiment aussi accompagner les ménages, donc rendre visibles les contreparties, et puis savoir s'adapter, parce que chaque pays est différent. Donc voilà, de nombreux instruments, vous l'aurez compris, aucun n'est parfait tout seul. L'idée, c'est vraiment de les combiner. Par exemple, et moi j'aime beaucoup, c'est le bonus-malus. D'un côté, vous taxez, et de l'autre, vous taxez les gens qui achètent des véhicules polluants. De l'autre, vous subventionnez les gens qui achètent des véhicules peu polluants. Donc on combine
de la fiscalité et des aides. Et d'ailleurs, on pourrait pourquoi pas étendre le bonus-malus à autre chose que l'automobile. On pourrait le faire dans l'achat de chaudière ou autre. J'ai presque fini, je finis juste. Deuxième exemple, l'histoire des secteurs qui sont plus ou moins taxés. Et ben là, on pourrait décider de les taxer tous au même niveau et d'utiliser les recettes de ces nouvelles taxes pour aider les secteurs à transitionner. Ou alors prévoir et sur les bâtiments, prévoir des normes plus strictes, mais un horizon de 10 ans par exemple, en accompagnant d'ici là. Donc vraiment la question, c'est de trouver le bon équilibre entre tous ces instruments. Merci. Kathleen Schubert, c'est à vous pour 5 minutes. Merci. Donc, je m'appelle Kathleen Schubert, je suis professeure d'économie à l'École d'économie de Paris. J'appartiens aussi au Conseil pour le climat. Mais là, je ne vais pas parler en tant que membre du Conseil pour le climat parce qu'on n'a pas vraiment discuté de la taxe carbone encore dans le Conseil pour le climat. On n'a pas approfondi l'affaire. Donc, je vais parler plutôt sous ma casquette de professeur d'économie. Donc, ce que je veux vous dire d'abord, c'est qu'il faut vraiment être conscient de à quel point les énergies fossiles ont façonné notre civilisation, en réalité. Non seulement notre économie, mais toute notre civilisation. Et à quel point c'est dur d'en sortir. Pensez aux villes américaines, hyper étendues, avec plein de supermarchés dans des banlieues interminables et des voitures tout le temps, personne qui marche à pied. Bon, mais changer ça, en Europe c'est un peu moins grave, mais changer ça, c'est vraiment des choses très très compliquées à faire. Donc, pour modifier en profondeur notre économie et notre façon de vivre, la taxe carbone est un instrument extrêmement puissant. Je ne veux pas dire que ce soit le seul, bon, j'y reviendrai, mais c'est un instrument extrêmement puissant, ça marche extrêmement bien. Un tout petit exemple, pensez à la assez petite différence de fiscalité qu'il y a en France entre le diesel et l'essence. Ça a produit une dieselisation du parc automobile de plus de 60%. Donc, petite différence d'impôt, ça a fait basculer le parc automobile. Ça marche très très bien, il y a plein d'autres exemples. Donc, c'est puissant, un instrument très puissant. C'est un instrument qui incite les gens à changer de comportement, à condition qu'ils puissent en changer. Donc, il faut faire extrêmement attention qu'il y a des gens qui ne peuvent juste pas en changer, donc ceux-là, il faudra les aider. Donc, la taxe carbone, c'est puissant, mais c'est à manier avec précaution, et c'est un peu pour ça que c'est impopulaire. Donc, il faut accompagner la taxe carbone de dispositifs qui la rendent juste. Ces dispositifs qui la rendent juste, c'est des dispositifs qui aident les gens qui sont coincés, qui ne peuvent pas du tout changer, au moins à court terme, de comportement. Et puis, il faut aider les gens qui sont les plus vulnérables et les plus pauvres, parce que l'énergie, ça représente une plus grande part de leur budget, en fait. Et donc, la taxe carbone va frapper plus durement sur ces gens-là. Donc, il faut les aider, et il y a des tas de moyens de les aider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, la taxe carbone va rapporter des recettes. Ça va rapporter de l'argent, des recettes fiscales. Et ces recettes fiscales, il n'y a aucune raison de penser qu'elles doivent financer le budget général. On peut très bien décider que ces recettes fiscales vont être utilisées pour compenser les perdants, pour compenser les gens les plus vulnérables, pour rendre la taxe carbone juste. Voilà, donc c'est vraiment ça un message, je pense important. Deuxième point important, Quentin l'a un peu dit, les ménages, les agents, vous et moi, on peut se dire mais pourquoi on irait payer plein pot la taxe carbone alors que beaucoup de secteurs économiques sont exemptés, alors que les entreprises qui payent les quotas du marché ETS payent moins, le prix est beaucoup moins élevé, et que les autres gens dans les autres pays, en Chine et aux États-Unis, ne font aucun effort. Question parfaitement légitime. Donc, je crois que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que nous, comme ça, on va accepter de faire ces efforts ? Donc, je pense qu'il faut, parallèlement à la taxe carbone, il faut que les gouvernements fassent des gros efforts pour que le marché ETS marche mieux, que le prix augmente, que donc les entreprises payent une somme équivalente à ce que payent les ménages. Il y a moyen de faire ça. Et sur le plan de l'effort au niveau international, c'est un peu plus difficile de répondre à ça, mais je pense que, vous avez envie, comme moi, de pouvoir regarder vos enfants en face plus tard, qu'ils ne disent pas mes parents savaient que la catastrophe allait arriver, ils n'ont rien fait. Pour moi, ça, c'est un point très important. Et puis le deuxième point, c'est que c'est quand même aux pays développés de faire le premier effort. Ce n'est pas aux Indiens ou aux Chinois qui ne sont pas les responsables historiques. Voilà, donc ça, ce sont des points importants. Ensuite, très rapidement, il y a d'autres moyens, il y a les normes, les interdictions, les subventions, tout un tas d'autres moyens, d'autres instruments dont a parlé Quentin. Ça peut être parfois utile. En général, c'est moins efficace et c'est plus cher. C'est plus coûteux. Et imaginez par exemple une norme sur les moteurs des voitures pour qu'elles soient moins polluantes.
évidemment, le constructeur va retranscrire dans le prix le coût de la norme pour lui, et donc ça va faire augmenter le prix des voitures. Donc au final, vous allez la payer quand même, cette norme. Donc la norme, même si le coût est un peu caché a priori, va être aussi coûteuse. Donc les ménages le voient moins, ils acceptent mieux les normes, mais il faut faire quand même très attention avec les normes, à cause de ça. Ça peut coûter très cher en réalité. Mais il y a quand même quelque chose de certain, c'est que la taxe carbone, bien qu'elle soit utile, puissante, nécessaire, elle ne peut pas suffire, elle n'est pas suffisante. Un exemple très simple, pensez à une taxe carbone très élevée qui ferait que les gens passeraient aux voitures électriques. Si on n'a pas au préalable investi pour mettre des bornes de recharge, ça ne pourra pas marcher. Il faut donc que l'État mette en place les investissements qui seraient complémentaires à la taxe carbone. Pas de voiture électrique si pas de borne de recharge, c'est clair. Et il y a aussi les investissements dans la recherche. Excusez-moi, vous nous prenez pour des enfants et c'est insupportable. Pardon ? Vous nous prenez pour des enfants et ça nous paraît insupportable. C'est insupportable ce que vous nous faites entendre. J'ai pas... Je vous prends pour des enfants ? Je vous prends pas pour des enfants ? Je sais plus trop que dire là du coup. J'avais pas cette impression, mais... Vous des choses que vous savez en tant qu'expert, mais pas qu'il faut mettre des prises électriques. Ça n'a aucun intérêt. On a dit que c'était une urgence climatique, on a besoin de réponses concrètes, des choses importantes. Alors moi, je ne suis pas ici venu pour encore entendre des prises électriques. Merci. Nous parlons trop de la taxe carbone. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez entendre ? Deux questionnaires avec la taxe carbone et deux intervenants toujours avec la taxe carbone. Nous sommes là pour le climat. Ou dites-nous où vous voulez nous emmener, s'il vous plaît. Nulle part ? Non, mais pas vous spécialement, madame. Mais dites-nous où vous voulez vous emmener avec cette convention, messieurs et mesdames les organisateurs. Moi, j'ai un questionnaire, question sur la taxe carbone. Premier jour, première question sur la taxe carbone. Donc 2 fois. 2 intervenants, taxe carbone. Voilà. Merci. Alors, un questionnaire d'ailleurs où on devait répondre oui ou non. Mais il n'y avait pas d'entre-deux. S'il vous plaît. Ce que Madame Schubert est en train de vous expliquer là, c'est que tout se tient. C'est pas parce qu'elle vous explique des choses simples qu'elle vous prend pour des enfants. Dans ce que nous avons à faire, il y a des choses d'une très grande simplicité et il y a des choses d'une très grande technicité. Et les deux vont ensemble. Et vous avez besoin de travailler sur les deux. C'est pas parce que c'est simple que c'est bête. Il y a des choses qui sont complexes et qui sont très utiles, il y a des choses qui sont complexes et qui le sont moins. Et indiquer que si l'État subventionne beaucoup les acheteurs de voitures pour qu'ils puissent avoir des voitures électriques, mais que par ailleurs, personne ne s'occupe de faire en sorte que ces voitures électriques puissent se recharger, c'est pas vous prendre pour des enfants, c'est simplement montrer que la subvention toute seule ne suffit pas. Et c'est ça que l'on essaye de voir cet après-midi, c'est que les instruments fonctionnent quand ils sont pris dans un ensemble, quand ils peuvent être agencés, combinés les uns avec les autres. Donc ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est d'écouter. Kathleen va terminer en quelques secondes, puis ensuite de poser des questions. Vous pouvez mettre en cause ce que l'on vous dit, ce n'est pas la question. Aucune personne qui est venue ici ne vous prend pour des enfants, qui que vous soyez. Personne. Simplement, soyez attentifs à ce qui est élevé, ce qui est compliqué et ce qui est simple. Les deux sont utiles. Kathleen, vous concluez ? On ne vous entend pas, madame. Vous n'avez pas de micro. Oui, merci. Alors, merci Madame Joubert. Effectivement, nous devons prendre une position pour donner des solutions qui soient justes socialement. Et l'exposé de Madame était justement pour que nous fassions attention à prendre des mesures, à déterminer, faire des propositions qui soient justes. Et donc, si on fait des caricatures de climat, c'est pas bien ça, c'est pas bien ça.
on ne sera jamais pris au sérieux. S'il vous plaît. À l'intention de Gilles, ce n'est pas seulement des questions qu'on doit poser, mais c'est aussi des interventions qu'on peut faire. Alors, on a besoin d'avoir une règle entre nous parce que sinon on ne va pas y arriver. Vous avez tous un micro, donc vous pouvez tous prendre la parole quand vous voulez. Parfait. Sauf que si vous prenez tous la parole en même temps, dans 10 minutes, on ne s'entend plus. Donc je vous demande d'avoir la gentillesse de suivre une règle très simple. Si vous voulez parler, vous vous faites connaître, vous vous levez, vous vous manifestez et je vous donnerai la parole. Pas forcément dans la seconde, parce qu'il faut aussi qu'on avance, mais je vous donnerai la parole. Premier point. Deuxième point, qui est une mise au point, là pour le coup, on vient de faire référence à un questionnaire. Ce questionnaire, c'est le questionnaire des chercheurs, ça n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas responsables des questions qui sont dedans, nous ne les avons pas rédigées et nous n'allons pas les analyser. Les chercheurs vous posent des questions pour leurs besoins de recherche, qui sont ce qu'ils sont. Vous pouvez en penser ce que vous voulez et même mettre ce que vous pensez sur le questionnaire en le rendant. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire et je vous rappelle que c'est un questionnaire qui n'est pas obligatoire, vous y répondez uniquement si vous souhaitez y répondre. Je vous demande maintenant d'avoir la gentillesse d'écouter les mots de conclusion de Kathleen Schubert, et ensuite on va passer à la phase de fabrication des questions. Allez-y Kathleen. Non, mais je n'ai plus rien à dire. Je voulais surtout pas, c'était absolument pas mon intention de prendre quiconque pour des enfants. Voilà. Je voulais quand même peut-être dire une chose pour terminer, c'est que, comme on l'a bien vu dans le Conseil pour le climat, il faut que l'ensemble des politiques publiques soient alignées vers le même objectif. C'est-à-dire que ça ne sert pas forcément à grand-chose que de faire des politiques environnementales, des politiques climatiques très pointues, si par ailleurs les autres politiques publiques, les politiques de transport, les politiques d'aménagement urbain, tirent dans une autre direction. Voilà, il faut vraiment un alignement des politiques. Merci beaucoup, Kathleen Schubert. Merci à tous les trois et à tous les quatre même qui avaient pris la parole. Donc maintenant, vous avez fini d'écouter, ou plus exactement, vous allez passer dans une deuxième phase qui est une phase dans laquelle on vous propose je vais vous donner la parole tout de suite, on vous propose de mettre au point les questions que vous souhaitez poser à nos invités. Vous le faites par groupe de 6, un peu comme vous l'aviez fait la dernière fois, donc ceux qui sont en bas se lèvent pour pouvoir discuter avec ceux qui sont au rang du dessus. Vous écrivez une question ou un commentaire par feuille de papier. On les ramasse tous de façon à ce que les 4 personnes qui vont les organiser. Alors je vous demande de venir avec moi ici. Donc j'appelle Mathilde Himer et Léo Cohen, les 2 membres du COGOUV. Et puis les 2 messieurs, venez avec moi. Je ne vois pas votre prénom d'ici. Pierre et... alors il réfléchit trop, du coup il ne m'entend pas, le monsieur qui est juste derrière là. Oui, j'ai vu Madame la Garante, j'ai vu. Donc j'ai 2... venez, rejoignez-nous pour... Non. Donc je donne la parole à Mademoiselle là-bas, à Mathieu ici, et puis ensuite vous passez aux questions. On écoute. Mademoiselle, merci de vous présenter. Donc je suis Marine de Metz. Ça fait déjà plusieurs fois, je constate que quand des personnes prennent la parole, ils ont totalement le droit, ont un ton agressif. Je pense que c'est pas le but de cette convention, on est là pour débattre. Je veux dire, les intervenants qui sont venus ici sont venus pour nous expliquer certaines choses. On n'a pas tous le même niveau, forcément intellectuel à certains niveaux. Donc je pense que c'est très bien justement qu'ils puissent expliquer des choses plus en détail que vous trouvez peut-être simples, pour d'autres c'est peut-être pas aussi simple. Donc juste, moi personnellement, ce que j'apprécierais, et je pense que beaucoup de monde apprécierait ici, c'est que quand on prend la parole, on essaie d'avoir un ton un peu plus chaleureux, moins sur la défensive, moins sur l'agressivité. Enfin, je pense que c'est vraiment ce qu'on souhaite tous ici pour que ça fonctionne le mieux. Voilà. Merci beaucoup. Mathieu a la parole. Oui, Mathieu de Lyon. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse.
Aujourd'hui, on vient nous parler de voitures électriques, alors que déjà les voitures électriques, c'est fait avec des batteries au lithium, on ne sait même pas quoi en faire. Bon, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, vous venez témoigner, je suis totalement d'accord avec ça, avec tout le respect que je vous dois, mais aujourd'hui, il existe de l'énergie libre, telle que la fusion froide, Jean-Christophe Dumas et plein d'autres. Ces gens-là, ils sont boycottés depuis des années, voire persécutés, on leur a tout fait perdre. Et ce n'est pas nous, les citoyens, qui sommes responsables de ça, c'est le gouvernement. Et aujourd'hui, il faut que ça cesse, parce qu'aujourd'hui, les solutions, on les a. Et il faut que ça s'arrête, tout simplement. Merci. Et il y a plein de choses, plein de brevets qui sont mis sous placard, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Et aussi, est-ce que vous êtes, vous, contrôlé par des lobbies? Alors, contrôlé par des lobbies. Alors, merci Mathieu. Ce que je propose, c'est qu'on ne rentre pas de cette manière-là dans le débat. Hein. Donc j'entends cette remarque. Madame là-haut souhaitait intervenir. Vous intervenez, si possible, pas pour lancer le débat maintenant, mais plutôt pour dire quelque chose sur notre fonctionnement. Ou alors, on passe à la fabrication des questions par groupe de 6. Allez-y. Bonjour Annie, Île-de-France. Parlez bien devant le micro. Donc bonjour Annie, Île-de-France. C'est juste pour réagir effectivement sur l'intervention. En fait, c'est un sentiment, c'est pas de l'agressivité, je pense que les gens sont authentiques et réagissent à froid. Je pense pas qu'il faille donner une interprétation à la façon de réagir. Et par contre, sur le fonctionnement, c'est pas à moi de vous dire comment ça va fonctionner, mais mon ressenti par rapport à l'intervention de Madame Schubert, elle a commencé par nous dire « je vais mettre en avant mon côté économiste et pour faire changer aujourd'hui des attitudes en profondeur, voilà ma façon de voir les choses. » Et elle est rentrée tout de suite sur la taxe carbone. Avant d'avoir un ensemble, ça veut dire en tant qu'économiste, on commence peut-être par une vue d'ensemble, il y a des choses qui vont être priorisées. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette sensation tout de suite de téléguidance, parce que vous êtes rentré sur une problématique en ciblant uniquement la taxe carbone. Et je reviens sur l'exemple de Mathieu, on nous parle de l'alternative de la voiture électrique sans nous en donner toutes les mesures. Donc à la rigueur, venez dire voilà ce que je pense sur un point et je prends un exemple concret. Donc ça, je ne pense pas que ça remette en question ce que vous dites, mais ça explique aussi un peu les réactions. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc ce que je vous propose,